Salut à tous les aventuriers et bienvenue sur KL et Psycho, la chaîne qui décortique votre émission préférée au travers de la psychologie. On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais décrire en détail les 9 énéatypes. Cette vidéo est donc la première d'une série de 9 et comme on va faire les choses dans l'ordre, je vais parler de l'énéatype 1. L'énéatype 1 dans Koh Lanta, c'est tout de suite. Alors, comment ça va se passer? Dans un premier temps, je vais d'abord présenter les mécanismes égotiques de l'énéatype d'un point de vue théorique et après je vais prendre en exemple deux candidats que j'ai analysés en détail. Les candidats que j'ai choisis, j'ai essayé de faire en sorte qu'ils répondent à deux critères. Que ce soit des candidats emblématiques de l'émission et qu'ils aient un ego bien visible. Voilà, j'ai essayé le plus possible de concilier ces deux critères, même si des fois, c'était pas toujours facile. Alors, l'énéatype 1, il a le centre instinctif préféré vers l'intérieur. Ça crée une grande capacité à bouger, à passer à l'action. Le centre instinctif, ça nous apporte de l'énergie et ça nous permet d'avoir du contrôle. Dirigé vers l'intérieur, le 1 essaye d'être en contrôle de lui-même. Ça va donner une personne d'idéaliste, mais qui est prêt à passer à l'action, à faire tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre ses idéaux. En permanence, le 1 va se comparer et comparer ses actions avec ses idéaux, qui sont en fait des objectifs à atteindre. On dit que son orientation, c'est la rigueur personnelle et les idéaux élevés. Pour atteindre l'orientation, l'ego va chercher à satisfaire ce qu'on appelle la compulsion. La compulsion, c'est quelque chose que l'on cherche à tout prix à éviter. En l'occurrence, pour le 1, sa compulsion, c'est d'éviter à tout prix la colère, qu'il juge non conforme avec ses idéaux. Pour ça, il existe deux mécanismes qu'on appelle la passion et la fixation. La passion du 1, ça s'appelle la colère, qui est avant tout une colère contre lui-même. Le 1 va repérer ses erreurs et se les reprocher. Le critique intérieur du 1 est très fort du fait de la grande exigence qu'il a envers lui-même. D'ailleurs, si l'ego est très fort, il peut même se reprocher les erreurs que commettent les autres en se sentant responsable de tout ce qui va mal autour de lui. En bref, le 1 est tout le temps en colère. Mais comme sa compulsion justement, c'est d'éviter la colère, dès qu'elle va se manifester, il va vouloir la stopper. Ça donne des colères très brèves et sèches. Et au passage, bien sûr, vous aurez remarqué que l'ego est un cercle vicieux puisqu'il essaye d'éviter la colère par la colère, ce qui est un contresens absolu. Et la fixation du 1, ça s'appelle le perfectionnisme. Il va être soucieux de bien faire pour que la réalité soit conforme avec ses idéaux. Il peut dépenser beaucoup d'énergie là-dedans, jusque dans les moindres détails. On récapitule les mécanismes égotiques du 1. L'orientation, ce sont la rigueur personnelle et les idéaux élevés. La compulsion, c'est d'éviter à tout prix la colère, par la passion de colère et la fixation de perfectionnisme. Voilà pour la description théorique de l'énéatype 1. Alors, vous savez qu'en fonction de la hiérarchie des centres, il existe deux variantes, la variante alpha et la variante mu. Je vais commencer à y illustrer ici la variante alpha, celle qui a le centre émotionnel en support. Pour ça, j'ai choisi Sarah. Sarah, elle a marqué le jeu. Même si elle n'a jamais atteint la réunification, elle a quand même fait 3 participations. La saison 12, tournée en 2012. Elle est revenue une première fois dans la nouvelle édition, tournée en 2014. Et enfin, elle était revenue dans l'île des héros, tournée en mai 2019. Je vais prendre les mécanismes point par point et on va lister des exemples. Le centre instinctif préféré vers l'intérieur. Alors, c'est flagrant chez Sarah, elle est débordante d'énergie. Il y a différents membres de l'équipe des Mawar dans la saison 12 qui la définit comme tout le temps en train de bouger. Ils disent aussi d'elle, elle bouge trop. Et c'est vrai que Sarah, son incroyable énergie, ça la fait tendre à l'hyperactivité sur le camp. Ensuite, on va passer à l'orientation de rigueur personnelle et d'idéaux élevés. Alors, elle dit souvent des phrases de motivation. Je vous en écris une, mais elle en dit plein de cette nature-là.
Par exemple, dans l'île des héros, une fois, elle a dit « Je lâche rien, jamais ». Voilà, ça c'est typique du 1 qui est déterminé, qui est volontaire pour atteindre ses idéaux élevés. Elle est exigeante envers elle-même. Ensuite, il y a une citation qui est vraiment pas mal, c'est au 2e conseil de la saison 12. Elle dit « Quand on fait ce qu'on peut, on n'a pas ce qu'on veut ». Ça dénote de l'ambition et la volonté d'agir, de passer à l'action pour arriver à ce qu'on veut. Et la persévérance de Sarah aussi, elle est largement visible dans son désir de faire le feu dans la nouvelle édition en 2014. On a même les autres qui lui conseillent d'abandonner, mais elle continue de s'épuiser, de s'épuiser, de s'épuiser, et elle finit par y arriver. Ensuite, on passe à la compulsion d'évitement de la colère. Alors Sarah, elle essayait de se contenir à chaque fois pour pas laisser sa colère sortir après chaque défaite dans les épreuves. Aussi, l'envie de bien faire, c'est ce qui est issu de cette compulsion. Sarah se perfectionne car ses erreurs la rongent en fait de l'intérieur. On verra après des exemples de passion de colère. Mais en fait, Sarah essaye d'éviter la colère en se sentant forte. Elle dit d'ailleurs ceci, « On a tous des points forts et des points faibles. Les points faibles, il faut les transformer en force. » Alors dans cette phrase, on reconnaît aussi au passage le style de communication du 1 qui s'appelle « enseignement-sermon ». Alors que le 1 aime bien faire un peu le professeur, on va dire, et dire aux autres il faut que, on doit que, etc. Ensuite, maintenant des exemples de la passion de colère. Alors évidemment, il y a la fameuse phrase de Sarah qu'on a tous retenue, c'est celle qu'elle dit sur l'épreuve du radeau dans la saison 12, le fameux « il n'y a pas de fatigue qui soit », qui dénote en fait beaucoup d'énergie, elle le crie avec beaucoup de rage dans le feu de l'action, où en fait elle essaye vraiment de bien faire et ça la met en colère, cette envie de bien faire, ça la met en colère. Elle galvanise aussi les autres au passage avec ça. Sinon, un autre exemple qui est vraiment très flagrant, c'est la perte de la première immunité dans la saison 12. Sarah, elle est énervée et pour évacuer son trop-plein d'énergie, elle va se mettre à faire des pompes. Et globalement, Sarah, elle ressentira de la colère après chaque épreuve perdue. De la colère à chaque fois qu'elle essaye de contenir. On voit bien en fait qu'à l'intérieur d'elle, elle bouillonne, qu'elle a beaucoup de colère, beaucoup d'énergie, mais elle essaye à chaque fois de se contenir. Enfin, pour terminer l'illustration de la passion de colère, il y a un dernier exemple. C'est après le premier conseil et l'élimination de Michael dans la saison 12, Sarah elle va culpabiliser, elle va dire « Je regrette vraiment mon choix d'hier soir ». Et oui, là effectivement, le 1, comme il essaye à chaque fois de bien faire et d'atteindre ses idéaux, eh bien, il ressent de la colère envers lui-même quand il estime ne pas avoir fait les bons choix. Ici, voilà, elle ressent de la culpabilité et de la colère contre elle-même. Elle estime ne pas avoir bien fait les choses. En ce qui concerne la fixation de perfectionnisme, dans son portrait en 2012, elle dit « J'ai ce besoin de vouloir atteindre la perfection pour tout ». Elle est minutieuse aussi dans sa préparation. C'est la reine du planning, nous dit Denis Brognard, toujours dans son portrait. Et Sarah ajoute « Pour moi, l'organisation, c'est quelque chose d'essentiel pour être performante ». Au moins, c'est très clair, elle est perfectionniste pour éviter la colère. Elle essaye de bien faire dans tout ce qu'elle fait. Maintenant, pour expliquer sa variante, on va se concentrer sur sa hiérarchie des centres. Sarah, elle a le centre émotionnel en support. Elle est quand même très émotive. À plusieurs reprises, elle est expressive autant dans la joie que dans la tristesse ou dans la surprise. Après, par exemple, je vous donne quelques exemples. Après l'immunité du radeau dans la saison 12, quand elle gagne l'épreuve du radeau. Après l'annonce de son abandon médical aussi en 2012, quand elle réussit à faire le feu en 2014, même après son élimination en 2014 aussi, quand elle se fait remplacer par Teheyura en 2019, ou quand elle découvre le manioc toujours en 2019. À chaque fois, dans tous les exemples que je viens de citer, elle est vraiment très expressive, ce qui montre bien qu'elle a le centre émotionnel en support. Après la variante, je vais mentionner quand je le pourrai des phénomènes très intéressants qui apportent de la nuance à la personnalité et qui rendent le modèle de l'énéagramme vraiment très riche. Ce sont les ailes et les sous-types. Je commence par les ailes. Une aile, c'est
le fait d'utiliser la passion et la fixation d'un des types qui est à côté de nous sur le modèle. Je vous mets la figure pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, pour le type 1, les types qui sont à côté de lui sur la figure, ce sont le 9 et le 2. Ça veut dire que le 1, il peut avoir soit une aile 9, soit une aile 2. La première aile, elle est obligatoire. Ça veut dire qu'on en a tous une et elle se développe au passage à l'âge adulte. En gros, entre 17 ans et 22 ans. Et l'intensité de l'aile, ça peut varier en fonction des individus. On peut avoir une aile toute petite qui va avoir un impact quasiment neutre sur notre personnalité, comme on peut avoir une très grosse aile qui, elle, va jouer un rôle très important dans notre personnalité. En l'occurrence pour Sarah, je pense qu'elle a une aile 2. Avoir une aile 2, ça va lui apporter de l'orgueil, de la flatterie et du dédain pour essayer d'éviter la colère. En plus de son ego habituel, de sa passion de colère et de sa fixation de perfectionnisme. Alors pourquoi je pense qu'elle a une aile 2 ? J'ai mis une citation dans son portrait où elle dit à son compagnon « Tu vois que tu as besoin de moi ». Ça, c'est une phrase qui est très explicite et qui montre l'orgueil de la personne. Tu as besoin de moi, donc je suis quelqu'un d'important. Et de plus, Sarah, elle est quand même très lucide sur sa supériorité morale par rapport aux autres. Ça veut dire qu'elle a conscience d'être quelqu'un de perfectionniste et d'être quelqu'un de plus exigeante envers elle-même que la majorité des gens. Et ça, en fait, c'est vraiment typique du 1 à L2. Ce qui est complètement différent du 1 à L9, qui lui va être plus dans l'oubli de soi et ne va pas vraiment savoir qui il est. Et ça va donner en fait le 1 à L9 quelqu'un qui va plutôt se focaliser sur ses erreurs et qui a du mal à se rendre compte qu'il est exigeant envers lui-même. Sarah, elle n'a pas du tout ce problème-là. Le 1 à L2 n'a pas du tout ce problème-là. Il a conscience d'être très exigeant envers lui-même et il est orgueilleux, il est fier de ça. Il est fier de sa supériorité morale par rapport aux autres. Allez, après l'L, je mentionne les sous-types. C'est très intéressant également. En fait, il existe 3 instincts qui ont une influence particulière sur la personnalité des individus. Il y a ce qu'on appelle l'instinct de conservation, qui touche à la sécurité, l'instinct social, qui pousse à s'insérer dans un groupe social, et l'instinct sexuel, qui pousse à être séduisant. Quand un instinct est blessé, ça décrit ce qu'on appelle un sous-type, en mélangeant les caractéristiques égotiques avec la blessure de l'instinct. En l'occurrence, pour Sarah, je pense avoir perçu le sous-type social qui pour le 1 s'appelle inadaptation sociale. Parce que effectivement, quand le 1 a envie de s'insérer dans un groupe social, il va avoir envie d'imposer ses idéaux aux autres. Et c'est vrai que par exemple dans l'île des héros, quand elle arrive dans l'équipe jaune, elle dit qu'elle aime transmettre à cette nouvelle génération d'aventuriers plein de choses. C'est vrai que c'est une situation très confortable pour un énéatype 1 qui est de sous-type social, puisqu'il aime bien, comme j'ai dit, faire le professeur, transmettre ses idéaux aux autres. Denis dira d'elle, c'est une avalanche de conseils. Ce matin, la varoise recense les erreurs. Et oui, en fait, elle voulait absolument ranger le camp, qu'elle jugeait bordélique. Elle voulait par exemple établir aussi un roulement pour le feu, etc. En fait, elle voulait mettre une organisation sur le camp pour le rendre plus parfait, en fait, pour plus conforme à ses idéaux. Elle implique en fait aussi autrui dans ses idéaux. C'est ça, le 1 de sous-type social, il fonctionne comme ça. Donc ça peut donner une personne avec la critique facile et qui va vouloir corriger les autres en fait. Voilà en ce qui concerne Sarah. Maintenant, je vais passer à un exemple de l'autre variante, la variante mu, qui a le centre mental en support. Et pour ça, je vais vous prendre Yacine, candidat de la saison 17 et qui était revenu dans le combat des héros. Alors avant de parler, je ne vais pas reprendre tous les mécanismes point par point, je vais juste me concentrer sur ce qui différencie les deux variantes. Et juste avant de parler de ça, je vais quand même vous citer une magnifique phrase que nous a sorti Yacine dans la saison 17, qui pourrait être la devise de tous les énéatypes 1. Il nous a dit « Ce sont les détails qui font la perfection, mais la perfection n'est pas un détail ». Ouais, c'est une très belle phrase qui résume bien l'ego du 1, même plus particulièrement du 1 de variante mu, qui a le centre mental en support, puisque le fait d'aller dans le détail, ça nécessite aussi d'être minutieux. Souvent les 1 mu sont minutieux, les 1 alpha, ils répriment le mental, donc
ils sont plus impulsifs et voilà, c'est plus une perfection, disons à grande échelle, plus dans le il faut que, faudrait faire ça, faut faire ça, etc. Mais toujours dans la vitesse, alors que le 1mu est plus minutieux, va plus dans les détails. Donc voilà, c'est pas étonnant que Yacine nous sorte ça et qu'il aime bien lui-même ce dicton. Ensuite, je vais vous passer donc aux exemples qui illustrent la variante mu, qui a le centre mental en support, et la répression du centre émotionnel. Alors chez Yacine, ça se voit bien parce qu'il est plus froid et distant qu'une Sarah. Il va être dans le contrôle de lui-même vis-à-vis de ses émotions. Il exprime peu ses émotions. Il a un contrôle de soi qui est plus fort, hein. Le 1mu, c'est celui qui est le plus en contrôle de lui-même. Il va être assez calme et réfléchi, méthodique et minutieux. Il a le centre mental au service de son centre instinctif. Ça veut dire qu'il regarde, il analyse pour essayer de mieux faire les choses et d'atteindre ses idéaux élevés par son sens de l'observation. Je mentionne également pour Yacine le sous-type social, inadaptation sociale, qui fonctionne chez Yacine plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que Yacine avait un rejet pour les groupes sociaux. Alors qu'on ait un attrait ou un rejet, dans les deux cas, ça crée une blessure de l'instinct social. Et pour les néatypes 1, qui a le centre instinctif préféré, qui est donc concentré sur l'action, qui est travailleur, qui aime bien faire un travail de qualité, eh bien, on ressent l'inadaptation sociale dans le fait que voilà, il se désintéresse en fait un peu du côté humain, du groupe social, pour se concentrer sur la qualité de son travail. Et voilà, ça va le rendre un peu inadapté en fait, puisque ça lui donne cette image de cavalier solitaire, comme c'était assez visible dans la situation qu'a connue Yacine dans la saison 17. Voilà en ce qui concerne les néatypes 1, on a vu Sarah, on a vu Yacine. Je vais maintenant vous citer d'autres aventuriers de l'histoire du jeu pour que vous puissiez approfondir votre connaissance de l'énéatype 1. En ce qui concerne la variante alpha, vous pouvez vous souvenir d'une candidate qui avait un ego très visible de 1 alpha, c'était celle qui s'appelait Lolo, c'était dans la saison 15. Et pour la variante mu, je pourrais vous en citer plein, il y a eu plein de candidats emblématiques de cette variante-là. Je vais vous citer Freddy de la saison 9, vous pouvez également vous souvenir de Karima de la saison 15, Marc, le grand gagnant de la saison 14, ou encore plus récemment, pensez à Sam de l'île des héros. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez connaître les points forts et les points faibles de l'énéatype 1 par rapport à Koh Lanta, je vous renvoie à une précédente vidéo que j'ai faite qui s'appelait « Les personnalités dans Koh Lanta, partie 1 ». Si vous avez des choses à dire, c'est dans les commentaires que ça se passe. Bien évidemment, il y a la description des autres énéatypes qui vont arriver. Alors pour ne rien louper, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez, je vous laisse. Maatane.